Bonjour à tous, comme la majorité des constructeurs, Opel a décidé d'électrifier sa gamme. Ça va passer entre autres par l'adoption d'un système hybride 48 volts qu'on a déjà essayé sur le Peugeot 3008, même pas la nouvelle génération, la génération précédente, avec le 1,2 litre PureTech disponible sur cette voiture en version 100 chevaux. Cette voiture, elle a été restylée fin 2023, c'est la petite Opel Corsa. La Corsa, c'est une citadine polyvalente de 4,06 m de long, un peu passe-partout en termes de style. C'est pour ça qu'on a cherché à lui donner un peu plus de caractère avec ce restylage. Précisons qu'on a une version GS, c'est le haut de gamme, un petit peu sportive. Ce restylage, c'est principalement la face avant avec ce bandeau noir qui va d'un phare à l'autre, qu'on appelle le visor. Écoutez, je trouve que personnellement, c'est un peu dommage qu'on ne fasse pas ressortir le Blitz, c'est-à-dire le symbole Opel qui est à l'avant. Vous voyez, si je prends un peu de recul, on ne le voit pas du tout, mais laissez-moi vous faire une confidence. Bientôt, ce Blitz pourrait être éclairé sur les modèles de la marque. Sur notre version GS, on a de plus des jantes optionnelles en 17 pouces. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose en matière de confort. Peu de choses distinguent les versions hybrides des versions standards, si ce n'est le petit logo à l'arrière. Côté coffre, rien ne change sur la version hybride. Toujours 309 litres de contenance. Bon, assez raisonnable, mais pas le plus grand de la catégorie parce que la petite batterie lithium-ion de 0,89 kWh est située sous le siège conducteur. La Corsa n'était pas une référence en matière d'habitabilité aux places arrière. Le restylage ne change rien, c'est correct sans plus. Autant sa cousine, la Peugeot 208, fait très high-tech, autant la Corsa fait presque trop classique, mais de bonne facture toutefois, avec sur cette version GS haut de gamme un écran 7 pouces pour les compteurs et puis un écran plus grand 10 pouces pour l'infodivertissement. Un écran qu'on retrouve sur tous les nouveaux modèles Stellantis qui est beaucoup plus réactif que par le passé avec un graphisme qui est tout à fait correct. Opel a eu la bonne idée de conserver des touches physiques pour tout ce qui est climatisation ainsi que des petits raccourcis, en particulier ici pour couper le maintien dans la file. Évidemment, la voiture est équipée des aides à la conduite obligatoires qu'il faut absolument désactiver avant de prendre la route, sinon on devient dingue. L'alerte d'attention du conducteur à enlever. La reconnaissance de limite de vitesse, si c'était fiable, on pourrait la laisser, mais là, ça ne l'est pas. Donc ça, c'est vraiment ce qui aujourd'hui rend pénible la conduite de toutes les nouvelles voitures. On a une version qui est super équipée avec le volant chauffant, pas très bien positionné parce que au milieu d'ailleurs des systèmes de conduite semi-autonomes. De l'autre côté, toutes les commandes pour l'infodivertissement et puis des petites palettes au volant qui permettent de passer les rapports en manuel. Le bouton des modes de conduite, il y en a 3, normal, éco et puis sport. Pour les vitesses, sinon c'est le bouton Stellantis que j'aime pas trop. On a des très beaux sièges sur cette version. Le seul souci, c'est que tout d'abord, ils sont optionnels avec cuir synthétique Alcantara, 800 €. Et surtout, ils sont beaucoup trop fermes pour moi. La vraie grosse nouveauté sur cette Corsa, elle est sous le capot, en la présence d'un moteur 1 litre de PureTech qui a été revu totalement, puisqu'il troque sa courroie de distribution humide contre une chaîne de distribution pour plus de fiabilité. Il a également un turbo à géométrie variable, un calage variable de l'admission et de l'échappement. Il a également une injection haute pression et puis il peut fonctionner sous cycle Miller, sous faible charge, ce qui permet d'accroître le rendement et donc de baisser les consommations. La vraie nouveauté aussi, c'est qu'on a une hybridation en 48 volts avec un petit moteur électrique qui est intégré dans la boîte. C'est une boîte robotisée double embrayage à 6 rapports, un moteur qui développe 28 chevaux et 55 Nm de coupe qui permettra de bien baisser les consommations d'après le constructeur. Ce moteur sera disponible en deux versions, 100 et 136 chevaux. Aujourd'hui, on essaye la plus petite, la version 100 chevaux. Vous allez le voir parce que la caméra bouge beaucoup. Le premier sentiment à bord de cette Corsa hybride
en finition GS là, avec les grandes roues, c'est vraiment un sentiment. Alors c'est pas un confort, mais on n'en est pas loin. C'est vraiment trop raide pour moi. Je trouve que dès que la route se dégrade un peu, quand c'est lisse, ça va. Hein, on a des suspensions qui sont plutôt efficaces, mais ça manque vraiment de moelleux dès que la chaussée se dégrade. Ce qui est d'ailleurs dommage parce que à l'inverse, la mécanique fait preuve d'une grande douceur et de tonus également. Alors on va voir, j'imagine que le revers de la médaille de cette suspension un peu sèche, c'est qu'elle doit être extrêmement efficace quand on décide d'augmenter le rythme. Voilà, je vais passer sur sport, ce qui permet d'avoir une réactivité à la pédale. On change de couleur d'ailleurs le tableau de bord. Effectivement, on a le sentiment d'avoir plus que les 100 chevaux qui sont annoncés par le constructeur. Tout ça pourquoi ? Parce que on a d'abord un moteur 1,2 litre turbo avec un couple maxi présent dès les plus bas régimes. Je crois que c'est 1750 tours minute. Et puis on a le surcroît de ce petit moteur électrique, 55 Nm de couple, 28 chevaux. Et c'est vrai que dans les reprises, ça compte, les relances sont plutôt bonnes, les accélérations bonnes aussi. J'ai même pas eu le temps encore de jouer avec les palettes. Bon, je vais essayer juste pour voir, mais vous voyez, même si la chaussée est grasse, on a une tenue de route qui est vraiment très bonne. Et le freinage aussi. Alors il y a deux choses sur le freinage, on le verra tout à l'heure, c'est la récupération d'énergie est assez forte et c'est vrai que le freinage n'est pas violent, mais il est puissant. Dès le lever de pied, vous voyez, on a tout de suite le petit indicateur là qui vous dit que voilà, on est en train de recharger la batterie. J'ai pas eu besoin de freiner, la décélération a vraiment été très forte et ça permet de recharger rapidement cette petite batterie et donc de faire le plein pour la prochaine accélération. Le système 48 volts permet des roulages quand même en 100% électrique. Vous voyez là, le moteur thermique est arrêté, on voit la consommation zéro. On peut faire, allez, on va dire un bon kilomètre, ça fait déjà 500 mètres que je roule moteur thermique coupé. Et ce qui est intéressant, c'est que cette on va dire traction électrique fonctionne jusqu'à une vitesse de 135 km/h. On est toujours moteur thermique coupé, on est en très légère descente. Avec la petite batterie de 0,89 kWh, enfin quand même 0,89 kWh, Opel nous dit qu'on peut rouler jusqu'à 50% du temps en électrique en ville. On vient de traverser Poissy qui est limité à 30 km/h, là on est sorti donc je vais pouvoir rouler un petit peu plus vite. Vous voyez, on est à 44%, là on est en électrique, on peut faire environ 1 km. Ce qui est à noter aussi, c'est que la boîte auto 6 rapports, enfin qui est une boîte robotisée, se fait complètement oublier, à part quand ça rétrograde. Je ne sais pas si on va s'en rendre compte là, non. On sent bien en tout cas le ralentissement électrique, malgré le voltage assez faible du moteur, 48 volts. On a un ralentissement électrique qui est quand même assez marqué au lever de pied. C'est pour emmagasiner le plus rapidement possible de l'énergie électrique et la refournir lors des accélérations. On est reparti là, vous voyez, 45% du temps en électrique. De ce côté-là, en ville, le contrat est rempli. Alors, je ne sais pas si on entend avec le micro, mais quand on est à faible allure, donc il y a peu de bruit de roulement, on a le moteur électrique qui se fait entendre, on a le robot de passage des vitesses qui se fait entendre. Ça fait très garde des étoiles. Bon, c'est pas attention, hein, ça fait pas beaucoup de bruit, mais c'est des sons qu'on n'est pas habitué à écouter dans une voiture. Bon, on a désormais fait pas loin d'une centaine de kilomètres. Malheureusement, on n'a pas fait d'autoroute à 130 km/h, on a fait de la voie rapide à 110. On est une consommation moyenne de 5,2 litres au 100. Dans l'absolu, c'est plutôt bien, mais des véhicules à la fois plus puissants comme la Renault Clio E-Tech ou la Toyota Yaris hybride arrivent à des consommations encore meilleures en offrant un agrément de conduite
qui est au minimum équivalent, voire un peu supérieur. Donc bon résultat, mais Peugeot n'arrivera pas, enfin Stellantis n'arrivera pas à nous convaincre que l'hybridation 48 volts est aussi performante qu'un système full hybride. Si je devais résumer cette Corsa hybride en un seul mot, ça serait dur. Je vais nuancer mon propos quand même. Dur, alors là je parle en premier lieu du confort, parce que la suspension sur cette version GS ça veut dire Grand Sport, est un peu ferme, c'est voulu, et en plus nous on a des jantes optionnelles de 17 pouces qui n'améliorent pas les choses. C'est d'ailleurs un petit peu contradictoire avec la mécanique qui elle fait preuve vraiment de douceur. On a un passage des rapports qui est très fluide, un moteur qui sait se faire oublier, y compris à la pompe, avec des consommations mesurées. Mais le terme dur là va plus s'appliquer à la tarification de la voiture. En effet, le modèle de base coûte 23 700 €. Pour 100 € de plus, vous avez une Renault Clio E-Tech qui est à la fois plus puissante et plus sobre. Sur cette version GS, on grimpe encore d'un cran puisque, avec les options, notre modèle est facturé 27 125 €. 27 125 € pour une citadine, ça commence à piquer. Opel justifie ce tarif élevé en disant voilà, la marque a un nouveau positionnement, on n'est désormais pas tout à fait premium, mais juste en dessous, et c'est soi-disant la Dutch Quality. À vous de voir en fait.